revenir sur ton dernier ouvrage, La Coalition Climat, qui vient de paraître. J'aimerais d'abord te poser une question sur une sorte d'esquisse dilemmatique que tu construis entre les enjeux d'environnement et climatique. Donc, tu essayes de dresser les affinités et les différences entre ces deux questions et tu évoques notamment deux controverses, donc l'extraction du lithium et l'agrovoltaïsme, qui illustrent bien ces tensions entre, d'une part, voilà, la justice environnementale, donc on va lutter contre les effets polluants des mines, où on va, dans le cas de l'agrovoltaïsme, protéger la biodiversité. Et d'autre part, l'exigence de décarbonation juste, donc on a besoin du lithium pour les batteries, mais on a aussi besoin de réaffecter des terres à la production énergétique, donc on menace potentiellement la biodiversité. Et donc comment est-ce que tu construis la position que tu réclames, c'est-à-dire une position dite réaliste, qui vise donc à dépasser ces polarisations et sont très un peu passionnés aussi, et en quoi est-ce que cette position s'articule ou articule plutôt que oppose les trois mesures de sobriété, efficacité et substitution. Alors, en effet, au cours de ma réflexion sur les questions, disons, de dépendance fossile, il m'est apparu progressivement que la question climatique avait un visage finalement assez différent de la question environnementale. Et c'est un paradoxe intéressant quand on fait de la philosophie. Alors, au fond, c'est quoi la philosophie? C'est faire des distinctions, hein, c'est ce qu'on apprend à l'école. Je pense que c'est une bonne définition de cette discipline. Et alors parfois on peut faire des distinctions triviales, parfois on est amené à faire des distinctions entre des choses dont on pouvait penser qu'en fait elles se ressemblaient beaucoup. Bon, là c'est le cas, je fais une distinction entre la question environnementale et la question climatique. Pourquoi? Vous savez, dans l'histoire de l'évolution, enfin disons, l'évolution récente des sociétés industrielles, il se trouve que celles, c'est typiquement le cas de la France, qui arrivent à faire des progrès en termes environnementaux, en fassent peu en termes climatiques. L'air aujourd'hui est beaucoup plus propre qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans, l'eau est beaucoup plus propre qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans, ça c'est la qualité environnementale. Les gens sont mieux protégés contre tout un tas de maladies qu'ils ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, hein, très très loin de là. Mais il y a une amélioration. Cette amélioration est le propre des pays les plus riches, et l'autre caractéristique des pays les plus riches, c'est aussi que ce sont des pays très émetteurs. Donc il y a une disjonction. En fait, la courbe de Kuznets environnementale, en quelque sorte, se confirme d'une certaine manière. Par contre, sur le plan environnemental, mais elle ne se confirme pas du tout sur le plan climatique, pour l'instant. Il se pourrait que ça arrive, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça, c'est quand même une différence importante. Par ailleurs, il se trouve que la façon dont on a construit politiquement les questions environnementales, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec la façon dont se construit la question climatique. Pour une raison toute simple, c'est que ce que vous cherchez à éviter lorsque vous faites des politiques environnementales, en fait, ça ne touche pas la colonne vertébrale de l'économie politique mondiale, à savoir les énergies fossiles. Vous pouvez nettoyer plein de trucs, faire des jardins, verdir, soigner, nettoyer, tout en consommant des quantités monumentales de fossiles, d'ailleurs accessoirement, généralement en délocalisant les émissions dans d'autres régions du monde. Je ne veux pas complètement assimiler les politiques environnementales à du NIMBY, mais quand même, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le cadrage par défaut dans l'écologie politique, il est environnemental, il n'est pas climatique. Dans la question climatique, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas dans la question environnementale, c'est le déploiement intégral d'une infrastructure bas carbone. Alors, ça ne veut pas dire que cette infrastructure ne pose pas de questions de sobriété, au contraire, ces questions sont extrêmement importantes, mais pour être sobre, encore faut-il ne pas avoir tous les logements parisiens chauffés au gaz, ou pire au fioul, encore faut-il ne pas avoir un réseau routier fait pour la voiture thermique individuelle, etc. etc., etc. Je ne parle même pas de l'alimentation, où la question est très sévère aussi. Donc si on dit la question climatique, c'est à la fois de la substitution, de l'efficacité et de la sobriété, mais tout ça, à travers tout ça, c'est une révolution infrastructurelle, en fait, cette révolution infrastructurelle, il faut la faire. Il faut des usines, il faut des ressources, il faut des chaînes de valeur,
faut des structures de financement, il faut des structures de décision. Après, se pose évidemment la question des impacts environnementaux de la transition. Vous en avez discuté avec Théa Riofrancos. C'est une question monumentale, incontournable, parce que si tous les impacts environnementaux sont sur les mêmes épaules à l'échelle géopolitique, ça rend cette transition infaisable et pas tellement souhaitable. C'est pour ça qu'il faut se poser la question. Et moi, tout ce que publie Théa sur ce sujet, pour moi, est vraiment la référence hein, pour bien comprendre ces questions, bien meilleures, si je puis me permettre, que ce qu'on peut lire en France. Donc c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles technologies, de nouvelles infrastructures. Il se trouve que dans certains cas, ces technologies et ces infrastructures réapparaissent dans notre espace de visibilité. C'est le cas du panneau solaire, de l'agrovoltaïque, évidemment de l'éolien, parce que les énergies renouvelables sont beaucoup moins concentrées que les énergies fossiles. Donc ça fait partie des choses à apprendre. Il faut réapprendre à voir fonctionner les infrastructures énergétiques autour de nous, qui avons quasiment oublié. Hein. On fait du push-button, ça marche. Ça, c'était l'ère fossile et nucléaire. Avec le renouvelable, c'est beaucoup moins le cas. Et c'est une bonne chose, ça permet de prendre conscience de l'impact physique de notre mode de vie. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Néanmoins, ça suscite énormément de controverses et il se trouve que assez souvent, les environnementalistes se sont trouvés gênés par cette question-là. Donc une mine de fossiles, une usine de batteries, un déploiement massif de champs, d'éoliennes ou de choses comme ça. Effectivement, dans une stricte perspective environnementale, c'est pas terrible. Mais il y a des gains d'efficacité et surtout, il y a de la décarbonation. Et il n'existe pas de vecteur non technique de la résolution du problème climatique. Donc pour toutes ces raisons, il y a une... En fait, il n'y a pas, si on veut schématiser, climat et environnement ne sont pas deux sphères qui ne communiquent plus. Il y a plein de, ce que les gens aiment bien appeler aujourd'hui, les co-bénéfices. Les co-bénéfices principaux, on les trouve au niveau de la santé. Hein. On bouge mieux, on mange mieux, l'air est plus propre, etc. Mais donc ça, c'est très important de souligner les co-bénéfices. Mais en fait, c'est deux sphères qui se croisent, mais il y a aussi des frictions. Et je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer leur impact politique. La raison principale de la résistance sociale à la transition, en fait, c'est l'impact visuel des énergies renouvelables. C'est pas du tout trivial. C'est le coût d'entrée dans les énergies renouvelables aussi, les pompes à chaleur, les voitures électriques. Donc pour l'instant, ça peut apparaître comme étant des controverses un peu de niche, quoi, hein, l'agrivoltaïsme, etc. Mais très très vite, vous allez voir que ça ne sera, là je peux faire une prédiction, ça ne sera plus du tout des controverses de niche, hein, parce que ça va faire partie de l'économie politique, des structures de l'emploi, des politiques publiques. Et à moins de complètement délocaliser la charge transitionnelle sur les pays d'Amérique latine ou d'Asie du Sud, ce qui encore une fois n'est pas souhaitable, en fait on va la vivre vraiment comme un choc technologique important, donc il faut s'y préparer et il faut le théoriser aussi.